Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne qui démarre une semaine spéciale Antilles. Au programme de cette émission, nous parlerons badminton, ce sera dans C'est Sport avec Jamie. Puis Marie-Hélène nous parlera du métier de chorégraphe, ce sera dans sa chronique Job et éducation. Pour le fin bon, évidemment, nous parlerons d'un plat typiquement antillais, le colombo de poulet. Et pour finir, Camille nous retracera l'histoire de la communauté antillaise en Nouvelle-Calédonie, ce sera dans C'était hier. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Tilas qui est donc artiste, tu es auteur, interprète et tu fais partie aussi du groupe Old Africa en ce moment. Oui, voilà. Alors on va commencer par te présenter, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts, comment tu es tombé dans la musique En fait, je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite étant petit. J'avais des parents qui avaient quand même de grosses influences musicales, le jazz, etc., un peu le reggae, le blues. Donc j'ai commencé naturellement en Martinique. J'ai été très vite attiré par tout ce qui est reggae, musique et puis raga, parce que c'était plus la musique de ma génération. Bien que je reste quand même influencé par tout ce qui est blues, etc. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à participer à ce qu'on appelle des clashs, d'abord au collège. Donc en fait, c'est des exercices de style où on est l'un contre l'autre et puis bon, c'est dans les lyrics, dans la façon de décliner les mots et tout qu'on s'attaque à l'autre, entre guillemets. D'accord. Et voilà, c'était au collège Gaudissart, je me rappelle. Et puis voilà, très vite, au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment écrire mes textes, plus tard au lycée. Et puis quand je suis parti vivre en métropole, j'ai pas arrêté, quoi. Ça a toujours été ma passion, quoi. D'accord. Donc tu es né en Martinique, tu as grandi là-bas. Tu Voilà. l'as quitté à quel âge, la Martinique En 19-20 ans. D'accord. 19-20 ans, oui. Et ensuite, donc, tu es allé vivre en France. Je suis allé vivre en métropole, sur Paris. J'étais dans la région parisienne. D'accord. Donc j'ai vécu 10 ans à peu près. Et pendant ces 10 ans, il y a une période où je suis venu en Calédonie. C'était en 2007. J'ai fait 1 an en Calédonie. Et après, j'ai fait l'aller-retour jusqu'en 2010. Parce que quand je suis arrivé en 2007 en Calédonie, j'ai commencé à jouer avec un groupe local ici. C'était le groupe Niakombo, Diffusayon. Donc je venais faire des concerts avec eux, je participais à des projets, etc. Dont notamment 2 albums qu'on a fait à l'époque, Round 1 et Round 2. Et donc voilà, quoi. Donc ensuite, Niakombo, c'est... Oui, le groupe s'est un petit peu éclaté. Chacun a vaqué ses occupations. Il y en a certains qui se sont occupés de l'événementiel, qu'on connaît d'ailleurs dans le paysage artistique ici pour faire beaucoup d'événementiels. Et moi j'ai continué dans ma passion, ce qui me passionne, ce qui me motive, ce qui me fait vibrer, donc la musique, à écrire, composer, etc. Donc je me suis lié très tôt d'amitié avec DJ Scorsese et DJ JB, entre autres, en plus de Max One, etc., qui était déjà à l'époque, Max One et Gabson, qui étaient déjà dans le groupe Niakombo. Donc la connexion s'est faite dans les studios à l'époque de Niakombo, puisqu'on avait quand même un accès au studio. Donc du coup, on a commencé à délirer un peu, à faire des petites maquettes, etc. Et puis bon, on n'avait pas forcément envie on n'avait pas forcément pensé même à passer à autre chose. Et c'est les amis en fait qu'on avait, qui passaient de temps à autre au studio, et puis d'autres qu'on ne connaissait pas, qui nous ont demandé Ils ont encouragé, quoi. Voilà, de sauter le pas. Donc on a commencé par sortir une mixtape, une mixtape qu'on a intitulée Amistad. Donc c'est un petit peu aussi par rapport à nos origines, puisque l'Amistad c'était un bateau négrier, donc qui emmenait les esclaves en Martinique, en Guadeloupe, en Jamaïque, etc. Donc on a appelé ainsi pour signifier un petit peu ce trajet. Et après on est très vite passé à ce projet de faire un album, puisque dans la foulée on a rencontré un grand monsieur qui s'appelle Rasti, qui a été le pianiste pendant 20 ans de Alpha Blondy, qui a fait la BO du film Taxi-Toi, la BO du film Un été dans la ville. Donc lui était venu... Une grosse pointure. Oui, c'est une grosse pointure. C'est quelqu'un que les gens connaissent peut-être pas assez, malheureusement.
mais c'est quand même quelqu'un qui est vachement doué, c'est un virtuose, quoi. Quand il touche un piano et puis qu'il décide de faire des instruments, ce qui est surprenant, c'est que dans des domaines très divers, hein, c'est-à-dire il va le faire en reggae, en rap, en hip-hop, en zouk, en blues, c'est quelqu'un qui touche vraiment, quoi. Donc en fait, il nous a repéré un concert. Du coup, j'ai discuté avec lui, on a lié d'amitié. Pendant 1 an et demi, il était avec moi à la maison. Donc c'est pendant cette période qu'on a commencé à vraiment se dire que bon, allez, on va faire un album, on va voir un petit peu ce qu'on a dans le ventre. Donc il nous a suivis, on a fait les instrus et puis bon, de fil en aiguille, on a réussi à sortir l'album en autoprod parce qu'on est en autoproduction. Il n'y a personne qui nous suit à part Gaël Morvan, Gaz, DJ Gazaï, qui est notre manager. Donc il nous aide un petit peu à trouver des dates, etc., qui nous donne des conseils aussi au niveau administratif parce qu'on est avant tout des artistes, quoi. Donc on n'a pas forcément la fibre commerciale pour voilà, Gaël la plus, donc il nous donne un bon coup de main sur ça, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le nom de votre groupe? Alors, All Africa, c'est pas bien compliqué. On a quand même on a des origines plus ou moins différentes. Moi, je suis martiniquais, DJ Scorsese est rwandais et DJ Jive est centrafricain. Donc, le commun de ces 3 origines, c'est qu'on a quand même une origine commune qui est l'Afrique. Donc, on voulait le faire ressortir. Donc, on a appelé All Africa, donc Old en anglais qui veut dire vieux, ancienne. I comme I&I, l'éternel, et Africa, Africa qu'on a dit Afrique. Donc mot pour mot, ça veut dire ancienne et éternelle Afrique. Donc c'était pour signifier qu'on a tous des origines communes, et même ceux qui ne sont pas entiers africains, qui est l'Afrique, puisqu'on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. D'accord. Alors, vous avez récemment sorti un clip, Tu vois trouble. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce clip? C'est une demande, c'est ça, d'une association? Oui, exactement. C'est une association qui nous a démarché. C'est l'association Entreprise et Prévention, qui regroupe un peu tous les producteurs d'alcool, les distributeurs même d'alcool sur le territoire. Et en fait, qui travaillaient en partenariat avec des élèves du BTS Communication du lycée La Pérouse. Donc, ils ont fait une petite enquête auprès d'eux pour savoir quel groupe, si jamais faisait un projet qu'ils auraient aimé, qui mène ce projet. Et notre nom est ressorti. Donc, suite à cela, ils nous ont contactés. Ils nous ont proposé le projet et on a été tout de suite d'accord. Parce que bon, quand même, l'alcool, c'est un grave problème en Calédonie, comme on le sait. Donc du coup, il y a quand même 66 morts sur les routes, dont 40% dû à un fort taux d'alcoolémie. Oui, donc un véritable fléau, quoi. Voilà, un véritable fléau. Donc du coup, on a dit oui tout de suite. Mais on ne voulait pas non plus se poser en moralisateur, quoi, parce que bon, nous-mêmes, ça nous arrive, un petit punch de temps à autre. Donc on a voulu faire ce projet, mais en gardant un certain recul vis-à-vis de cela et en disant juste, vous pouvez boire un petit coup, mais plus apprécier que de boire au point de ne pas contrôler ou être un danger pour vous et pour les autres. D'accord, donc pour responsabiliser un petit peu. Voilà. On peut parler de la réalisation du clip? Alors le clip a été réalisé par Christophe Martin. Excuse-moi Christophe. Donc il a été réalisé par Christophe Martin, qui est un réalisateur vraiment talentueux. D'ailleurs c'est le clip où j'ai pris le plus de plaisir à faire parmi tous les clips qu'on a fait. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment connecté, qui a un réel talent, qui a une très bonne vision, qui propose de bonnes idées. Et d'ailleurs, l'idée de le faire sous fond bleu est venue de lui, pour ajouter un petit côté tragique à cela, puisque bon, le thème est quand même assez tragique, mais les mélodies qu'on a utilisées, le flow, etc., donnent plutôt envie de danser. Mais on voulait quand même revenir sur ce côté tragique, donc fond bleu avec les couleurs rouges qui ressortent, comme le sang, etc. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi dans ce clip des élèves de BTS? Oui, il y a des élèves de BTS qui ont participé. Qui participent, d'accord. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Oui. Alors, pour en revenir au groupe, prochainement, vous allez faire la première partie de Maître Gims. Oui, on a eu la chance d'être contacté par les organisateurs de cet événement, donc Keep the Link, qui nous a contactés. Il nous a demandé est-ce que ça nous intéressait. Donc, bien entendu, on a dit oui à cela. Donc là, on a bien la pression. Donc, on va commencer à
répéter, je pense, début février pour essayer de préparer un show. Et puis, je pense qu'il y aura des nouveaux morceaux. Certainement des nouveaux morceaux, parce qu'il faut savoir que dans le groupe, on est quand même relativement productif. Mais l'album, on l'a depuis 1 an et demi, parce que malheureusement, comme on est en autoproduction, on manque cruellement de moyens pour pouvoir sortir plus d'albums. Si on avait plus d'albums, c'est clair qu'on serait déjà au 3e, plus d'argent du moins, plus de moyens, on serait déjà au 3e album. D'accord. Et toi-même, d'ailleurs, tu vas... Oui, donc moi, ces temps-ci, je suis en train de préparer mon album solo, parce que ça fait quand même des années que je fais de la musique, depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ça fait la 2e fois que je suis dans un groupe, au sein d'un groupe, et donc j'avais envie d'un petit peu de faire ma musique, et comme j'ai plein de morceaux en réserve, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc là, je suis en studio, je suis entré en studio, j'ai commencé à enregistrer, puisque la province m'a donné un prix, quoi. Enfin, j'ai remporté un prix de la création artistique, merci, qui me permet au moins de payer dans un premier temps l'enregistrement des morceaux. Et puis après, il faudra chercher tout le reste des sous pour la réalisation, etc. En tout cas, pour faire les choses comme moi, je les perçois, quoi. D'accord. Alors justement, si on veut te contacter, si on veut vous contacter, vous avez une page Facebook ? Oui, même plusieurs. Donc on a la page du groupe qui est Old Ifrika, donc OLDIFRIKA, c'est celle du groupe. Il y a celle de Roman, DJ Scorsese. Il y a celle de Benji, DJ GIB. Et la mienne, Tila Steven, Tilas avec mon nom d'artiste et mon vrai prénom Steven. D'accord, très bien. Mais on va se quitter sur ce fameux clip, Tu vois trouble. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et on regarde ce clip tout de suite. Toujours devant la glace, habillé, parfumé, de la tête aux pieds, pas un pli qui dépasse. Grande classe, juste un petit verre en guise de shoot, sans hésiter, sans aucun doute. Un 2e pour la rousse, chargé ton coffre à la limite du gouffre. Tu pars rejoindre tes potes Johnny et Jack dans la soupe. Quelques grammes infimes associés à quelques kilomètres font monter l'adrénaline au plus profond de ton être. À 7 heures fini la rigueur, la tendance est à la liqueur. Téléporté dans un monde où la débauché de vigueur a trottisé, t'as fini enlisé. Maintenant t'es la risée, te met à criser, brisé, déguisé dans les collimateurs. Tu vois trouble et tu perds l'équilibre. Tu vois que t'es dans le mood, mais t'es complètement ivre. T'es dans ce sale état, non vraiment t'assures pas. Et on se demande ce que l'on va bien faire de toi. L'alcool t'a touché, coulé, ça devait pas se passer comme ça. Tu te mets la dose et tu te dis après si j'avais su. Tu en abuses pour voir la vie en rose prévenue. De verre en bévue pour finir, regarde à vue. Commettre bavure, l'important était ton étude. À cause d'un regard que tu pensais à ton égard, loin des petits dans cette histoire. T'étais juste venu pour boire, droit cocher le coup bas. Castagne sang sur le bar, la soupe sanglante, ennemi barbare. Ça devait pas se passer comme ça. T'es devenu insupportable. Tu parles à la canne, t'es incontrôlable. Un phénomène de femme, un vrai psychopathe. T'abordes toutes les femmes, tu leur holopathe. Tu te fais jeter par les vigiles, embarque dans ton véhicule. Des mains retrouvent sur le parking, l'alcool te manipule. T'appuies sur le champi, t'es chargé, t'es rempli. T'es dans un jeu de cantine, mais tu vas beaucoup trop vite. Virage à gauche, tu pars en vite. T'as pas vu la voiture en face qui arrive, pas de réagir. Ni le ralentir, le coup de volant pour éviter le pire. Trop tard, le choc est violent, t'as tes cœurs, t'as la vite, puis c'est le vide. Tu vois trouble et tu perds l'équilibre. Tu crois que t'es dans le mood, mais t'es complètement ivre. T'es dans ce sale état, non vraiment t'assures pas. Et on se demande ce que l'on va bien faire de toi. L'alcool t'a touché, coulé, ça devait pas se passer comme ça.
Bonjour Davina. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Alors, semaine spéciale Antilles oblige, on va s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener avec moi en Guadeloupe. Donc déjà, d'une manière générale, il faut savoir que ce qui se passe là-bas en termes de fêtes et d'événements importants, ça a toujours lieu au moment où il y a des fêtes religieuses, quand on fête un saint patron ou autre, enfin, toujours lié à la religion, quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser dans ce sens à la fête des cuisinières qui met à l'honneur bien sûr les cuisinières, mais surtout leur saint patron, donc Saint-Laurent. Donc voilà, cette fête a toujours lieu au mois d'août, aux alentours du 10. Voilà, le samedi le plus proche du 10 août, on fêtera Saint-Laurent. D'accord, alors qu'est-ce qui est prévu au moment de cette fête? Alors déjà, toutes les cuisinières doivent se rendre à une messe à la cathédrale. Là-bas, il y aura une procession avec les différents plats qu'elles auront cuisinés. Elles vont les déposer au pied de l'autel et ils seront bénis. Voilà. Donc après, tout le monde se rejoint et marche avec les plats préparés dans la ville, direction la place où tout le monde va déguster ça ensemble et va se suivre après une petite fête, un bal pour clôturer la journée, on va dire. D'accord, merci pour ces infos sur la Guadeloupe. Et pour la suite de l'agenda, on revient ici en Calédonie. Oui, c'est ça. Alors, retour chez nous où on prépare la fameuse rentrée des classes. Donc, j'ai quelques petites infos à vous donner. La première nous vient du campus des îles qui informe que pour ceux qui sont inscrits, qui ont été acceptés au campus, la rentrée se fera le 13 février de 8h à midi. Il faudra se munir d'un certificat médical qui dit que vous êtes apte à vivre en communauté. Il faudra aussi, bien sûr, s'acquitter du montant du loyer et de la caution. Et puis, voilà, ceux qui souhaiteraient avoir des renseignements, je vous laisse le numéro de téléphone, le 25 43 40. Ne ratez pas, bien sûr, le jour, je répète, vendredi 13 février. D'accord. Ensuite, direction le lycée Jules Garnier. Oui, alors où l'association des parents d'élèves informe que depuis la semaine dernière, ils procèdent à la distribution des manuels scolaires. Donc ça continue bien sûr cette semaine. Aujourd'hui, par exemple, donc ce matin de 8h à 11h, ce sera la remise des manuels scolaires des classes de terminale ES, STMG et SSVT. Cet après-midi de midi à 15h30, ce sera le tour des terminales SSI et STIGE. Demain, de 8h à 11h et de midi à 15h, ce sera pour les terminales STI2D, je m'en mêle les pinceaux avec tous les cycles. Ensuite, mercredi 11 février de 8h à 11h, ce sera pour les secondes Bac Pro et de midi à 15h30 pour les premières Bac Pro. On continue jeudi 12 février de 8h à 11h pour les terminales Bac Pro toujours et l'après-midi de midi à 15h30 pour les élèves qui sont en CAP. Voilà, les élèves sont attendus par l'association des parents d'élèves dans les locaux du bâtiment du CDI tout simplement. Il faudra aussi se munir de la somme à régler, bien sûr, d'un chèque de caution, d'une attestation de bourse pour ceux qui sont boursiers et d'un relevé d'identité bancaire. Puis voilà, il y a aussi l'occasion pour ceux qui le souhaitent de louer les fameux casiers. D'accord. Et du côté du lycée du Grand Nouméa, c'est aussi le moment de retirer les manuels scolaires. C'est ça. Donc un mot qui nous vient aussi de l'association des parents d'élèves du Grand Nouméa qui vous attend donc en salle E303. Pour les élèves de terminale, c'est cet après-midi de 13h à 18h ainsi que demain de 8h à 18h. Ensuite, pour les élèves de seconde, ce sera donc mercredi 11 et le jeudi 12 aussi, de 8h à 18h toujours. Pour les élèves de première, ce sera vendredi 13 de 8h à 18h et samedi 14 de 8h à 11h. Pour ceux qui auraient loupé tous ces créneaux, il y a encore des jours de rattrapage. Là, ce sera donc le lundi et le mardi qui suivent, donc pour toutes les classes confondues. Notez que l'association des parents d'élèves appelle également à ceux qui ont du temps à consacrer, donc chers parents, si vous avez du temps à consacrer, pourquoi pas aider à la distribution des manuels scolaires. Et puis, il y aura aussi donc une assemblée générale qui se tiendra le 2 mars à 18h pour ceux que ça intéresse. D'accord. Pour terminer, direction le collège Jean Fayard à Dimbéa. Oui, voilà. Alors, du côté du collège Jean Fayard, il propose donc la vente de pochettes de fournitures scolaires pour ceux qui voudraient. Donc, il faudra s'y rendre le mardi 10, le mercredi 11 et le jeudi 12 février de 8h à midi. Bon, mais une bonne nouvelle pour les parents, ça leur évite les courses de dernière minute, donc c'est bien pratique. Merci beaucoup Davina, on se revoit dès demain. Oui, c'est ça. Merci Chloé et au revoir tout le monde. Et nous on rejoint Jamie, c'est sport, c'est tout de suite. Bonjour Jamie, on te retrouve aujourd'hui pour nous parler de badminton.
Bonjour Chloé et bonjour à tous. En effet, le badminton et notamment du badminton calédonien qui se porte assez bien mais qui traverse une période assez difficile. Manque de visibilité auprès des Calédoniens. Pas assez de sponsors. Depuis 1985 à 2015, seule une société privée accompagne chaque année la Ligue calédonienne de badminton, donc insuffisant pour récolter des fonds. En conséquence, les sommes d'argent à gagner dans les tournois internationaux, en l'occurrence le tournoi international qui est organisé chaque année ici en Nouvelle-Calédonie, la somme en jeu n'est pas assez élevée pour attirer davantage de joueurs étrangers. Au dernier tournoi en 2013, le tournoi international, bien entendu, aucun joueur étranger n'avait effectué le déplacement, Chloé. Alors, quelles sont les difficultés justement que rencontre le badminton ici en Calédonie? Alors, premièrement, Chloé, c'est un problème, je dirais, logistique avec le manque de salles et le manque d'équipement paralyse la discipline. Pas évident de s'entraîner régulièrement lorsque les salles sont occupées par d'autres disciplines. Obligation de partager l'espace sous forme de créneaux avec des créneaux horaires placés 2 fois par semaine, voire même 1 fois en 7 jours. En effet, c'est peu, très peu pour fidéliser des jeunes et les mettre en condition de compétition. Et non dans une ambiance de passe-temps, je dirais, le badminton, comme le badminton qu'on peut faire tous les dimanches à la plage. Donc ça, c'est le premier problème, voilà. Et puis l'autre difficulté, eh bien, c'est, comme tu le disais, juste avant l'émission, c'est le manque de visibilité. Alors forcément, s'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de monde, quoi. Ça va être difficile d'attirer du monde autour du badminton. Ça, c'est clair. Donc par contre, en 2007, c'était quand même une discipline en vogue. Voilà, on se souvient, Chloé, de 2007 à 2009, la période faste du sport de raquette le plus rapide au monde en Nouvelle-Calédonie, sous l'impulsion des raquettes, les volants ont envahi les salles du pays. Ça, c'est indéniable. La Ligue avait enregistré plus de 800 licenciés, un record depuis sa création en 1985, grâce au tournoi international du pays qui avait fait venir plusieurs joueurs étrangers. Ça, c'était dans 2007. Et puis, il y avait également la finale de badminton des Jeux Olympiques. Ce fut l'une des finales, la plus regardée au monde. Je parle bien sûr de la finale à la télé. Ça, c'était durant les Jeux Olympiques en 2008. Du coup, eh bien, le badminton ici en Nouvelle-Calédonie a vu sa cote de popularité augmenter, bien sûr, auprès des Calédoniens. Donc, des tournois locaux avec des tableaux de joueurs remplis, ça c'était durant 2007 à 2009, avec des phases qualificatives très disputées, des matchs très serrés entre joueurs locaux et joueurs internationaux. Et puis surtout, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de supporters autour qui regardaient des beaux matchs avec, je dirais, des matchs de haut vol et d'un bon niveau. Voilà, ça, on se souvient, ça c'était en 2009. D'accord, alors on l'aura compris, la Ligue rencontre des problèmes de logistique, des problèmes de visibilité. Voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas quand même les pratiquants d'être toujours présents et d'être aussi assidus. Voilà, il y a toujours les pratiquants fidèles parce que voilà, entre 2007 et 2009, si la Ligue a connu une augmentation au niveau des licenciés, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un effet de mode qui a été produit justement par la finale de badminton. Oui. Et donc voilà, après c'est passé à 600 licenciés. L'an dernier, le nombre de licenciés est descendu à 585. Donc voilà les fidèles pratiquants, des personnes qui sont là, ça fait 10 ans maintenant qu'ils en pratiquent, ou 9 ans. Donc parmi eux, il y a l'exemple de Karl Nguela. Bien que la discipline traverse une période houleuse, elle reste tout de même une discipline plaisante, physique, j'avoue, par moment. Et puis pour Karl, le badminton, c'est synonyme d'évasion, ce qui explique pourquoi il en pratique depuis maintenant 9 années qu'il est dans le badminton calédonien. Je vous propose que l'on se rende tout de suite à la salle de badminton de Païta, à la rencontre justement de Karl, licencié au club de badminton de Païta. Rencontre. Le badminton, c'est un sport pour moi qui me permet de me défouler tout en m'éclatant. Ça va faire maintenant 9 ans que je pratique ce sport et j'adore toujours ça comme avant. De la joie, de la détente, de l'amusement parce qu'on le fait aussi entre amis, en famille ou j'en fais aussi avec ma copine. Donc c'est vraiment du plaisir. Malheureusement, l'année dernière, j'ai pas pu participer aux championnats territoriaux. J'ai une blessure au genou qui fait que j'ai un peu ralenti les entraînements. L'année d'avant, j'ai fait 3e où j'ai perdu en demi-finale contre mon partenaire de double qui s'est blessé aux derniers championnats territoriaux. Et là, actuellement, je suis classé 5e. J'ai envie de dire, c'est un titre honorifique. Il a gagné le championnat et c'est tout. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre, à part après en d'excellents résultats parce qu'on est comptabilisé dans le classement français.
Si on arrive à faire c'est suivant le nombre de points, si on atteint le top 50 français au classement, on a la porte qui s'ouvre au championnat de France. Mais après, ça reste un niveau vraiment au-dessus. En Calédonie, on est une ligue, il y a à peu près 640 licenciés. Le niveau, il est très bas comparé aux autres pays d'Océanie, contre qui on rivalise constamment, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On n'a pas les mêmes moyens techniques, les mêmes entraînements et surtout les mêmes moyens en local pour pouvoir sortir du territoire parce que malheureusement, pour progresser, il faut qu'on puisse sortir et se mesurer au top mondial. Et c'est très dur parce que ça coûte très cher et très peu de sociétés ou de mécènes peuvent nous aider, veulent nous aider. Moi, la plupart du temps, je mets la main à la poche. Je participe avec mon argent à moi. Après, il y a quelques années, j'ai pu participer à des tournois en Australie, à Tahiti et dans d'autres pays grâce à des sponsors que je remercie aujourd'hui qui ont pu m'aider. C'est un sport qui explose dans le monde, il y a de plus en plus de licenciés. En France, il y a quelques années, on était à 70 000 licenciés. Aujourd'hui, on est 180 000. Le badminton, ça a été le sport, la finale la plus regardée au dernier championnat, aux derniers Jeux Olympiques. C'est le 3e sport le plus pratiqué au monde actuellement, mais ça manque beaucoup de médiatisation, donc comparé à du tennis, du football, qui eux ont des directs, des lives constamment. Il y a beaucoup de choses à améliorer, à mon sens, ça n'engage que moi, il y a la gestion de la ligue qui n'est pas parfaite à mon sens. Voilà, de la publicité à faire, où j'ai pu voir dans d'autres pays comme à Tahiti, où ils n'hésitent pas à mettre les moyens pour faire de la publicité, des spots télévisés, des conférences de presse, chose qu'on n'a pas ici malheureusement. C'est ça le problème, c'est qu'il faut gagner des matchs, il faut enchaîner les victoires, mais malheureusement, du fait du peu de nombre de licenciés et de joueurs dans notre catégorie, donc en série A, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir gagner des points et ouvrir des portes sur le championnat de France. Moi d'abord je viens pour m'amuser. Après actuellement le seul titre qui me manque, le seul titre territorial qui me manque au badminton, c'est le titre de champion territorial en série A, en simple. J'ai gagné celui en série D, en série C et en série B. Donc mon objectif, avant d'entre guillemets prendre ma retraite, ça serait de partir avec ce titre-là en poche, au moins une fois. Dans le circuit mondial, ça s'arrête le plus âgé à 32 ans actuellement. Voilà. Après, c'est pas rare qu'il y en ait quelques-uns qui continuent après, mais la nouvelle génération, avec les nouveaux moyens qu'on a maintenant, on a des machines pour s'entraîner avec des volants et tout. Ils progressent vraiment vite, surtout dans l'Asie où justement il y a énormément de jeunes qui poussent par derrière. Donc on peut constater par exemple à l'équipe de Chine qui reste très rarement plus d'une dizaine d'années au haut niveau parce qu'il y a tellement de gens qui poussent derrière. Karl, c'est le meilleur joueur du club. C'est un joueur un peu atypique, qui a son caractère, mais qui a aussi des qualités physiques. Il a un physique très fin. En fait, il n'a pas un physique très imposant, mais il a une très bonne vitesse de bras, très bonne détente. Et en fait, il joue avec ses qualités, un très bon déplacement. Et je pense que c'est un des meilleurs joueurs du territoire, avec un bon potentiel. Bon, après, il a, comme tous les joueurs, il a des points faibles. Ça serait peut-être la tactique de jeu, peut-être pas son mental, mais parfois, irrégularité dans le jeu. Mais cela dit, c'est un joli joueur à regarder jouer. Il apporte, bien sûr, avec son niveau, il nous permet à nous de pousser dans nos limites. Parce qu'il est quand même bien au-dessus du lot, mais voilà, il a donné aussi des conseils à nos jeunes. Il a entraîné un peu nos jeunes. Bon, après, sa disponibilité ne le permet pas toujours, mais sinon, quand il peut, il entraîne aussi nos jeunes.
Nous avons quelques bons joueurs qui jouent avec lui. Et grâce à lui, ces joueurs progressent. Moi, je pense que, comme je l'ai déjà prouvé sur le territoire, j'ai tout donné pour être au niveau où je suis actuellement. Après, c'est vrai que dans le monde entier, le badminton, ça reste le sport pratiqué dans les pays asiatiques comme la Chine, l'Indonésie, où c'est vraiment eux les leaders mondiaux. Après, je pense qu'on a notre place. Voilà. On peut le faire. C'est une question de moyens, d'envie et de persévérance. Voilà. Mes ambitions, alors cette année, là je suis toujours à la recherche de sponsors et mécènes pour pouvoir justement progresser et partir m'entraîner au moins dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Bien sûr, il y a le championnat territorial en fin d'année. Et mon gros objectif, c'est le tournoi international qu'on va avoir en octobre, où il y a des joueurs qui viennent du monde entier pour notamment engranger des points pour les Jeux Olympiques. Donc ça serait pas de le gagner parce que ça reste le top mondial qui vient, mais d'aller le plus loin possible. Le tournoi international d'ailleurs qui va se dérouler en octobre prochain. Voilà, du 28 au 31 octobre, le pays accueillera le tournoi international, un tournoi très attendu d'ailleurs par Karl, comme on l'a vu dans ce reportage, Karl Engela, mais également d'autres joueurs du pays, puisqu'il y aura plusieurs joueurs étrangers. Donc voilà, c'est toujours un bon moment de pouvoir partager sur le même terrain des rencontres entre joueurs locaux. Enfin, pour un joueur local, affronter un joueur étranger, un joueur local, pardon, merci Chloé, affronter un joueur étranger, c'est toujours on va dire un moment sensationnel dans la mesure où tu es là, tu prends des notes, tu sais que tu ne vas pas le perdre, mais voilà, tu es toujours là à essayer, à tenter de réaliser l'exploit. C'est, comme je dirais, la magie du sport. Et dans l'autre sens, justement, quel intérêt pour les joueurs étrangers de venir disputer un tournoi international ici en Calédonie? Alors, en effet, pour eux, l'intérêt, c'est de venir engranger des points. Voilà, donc des points au classement. Donc pour grimper au classement, les joueurs internationaux, ils doivent disputer plus de tournois. Le plus de tournois qu'ils disputeront leur permettront de gagner des points. Voilà. Plus tu participes à un tournoi, plus tu gagnes des points. Après, le nombre de points, voilà, il augmente en fonction de ton parcours durant le tournoi. Donc voilà, ça c'est l'intérêt pour les joueurs internationaux, sachant que le prochain tournoi en octobre prochain, du 28 au 31, ce tournoi est synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, tous les joueurs, ça, là je vais dire que ce seront des grands joueurs internationaux qui participeront au tournoi parce qu'ils ont là, je dirais, la possibilité de pouvoir engranger, entre guillemets, des points assez facilement, vu que le niveau ici dans le Pacifique, voilà, c'est le niveau, on va dire, à notre échelle, à l'échelle du Pacifique, à l'échelle du pays. Et ces joueurs-là, ils savent très bien qu'en venant ici, ces points, ce sont des points gagnés facilement. Et puis, voilà, plus l'échéance va se rapprocher, je parle bien sûr des Jeux du Pacifique, et plus le moindre point aura son importance. C'est pour cela que le prochain tournoi, comme le disait Karl dans le reportage, il y aura pas mal de joueurs internationaux justement qui préparent les Jeux Olympiques. Et puis c'est tout bénef pour le public. Espérons que ça va apporter plus de monde autour des terrains. Ah oui, voilà, justement, parce que c'est bénéfique pour les joueurs internationaux, mais c'est également bénéfique pour le badminton local, puisque ça nous permettra aussi de gagner des points en matière de visibilité. Voilà, en effet, comme tu le dis, plus il y aura de joueurs internationaux et plus il y aura de personnes qui viendront donc assister au match. Donc oui, c'est un bon point pour l'image d'une discipline qui a le mérite d'être présente sur les 3 provinces du pays et qui chaque année propose des formations d'arbitres et d'entraîneurs. Donc voilà, le badminton en Nouvelle-Calédonie est en quête de succès. Il recherche actuellement d'ailleurs plus de sponsors et puis de mécénats pour pouvoir subvenir aux besoins locaux en matière d'équipement et d'organisation de tournois, et puis aussi pour faire face aux événements sportifs qui arrivent, déjà le tournoi international en 2015. Et même si le pays ne sera pas représenté durant les Jeux du Pacifique dans la discipline de badminton, il faut savoir que la Ligue a présenté un cahier des charges auprès de la Fédération française de badminton pour tenter de bénéficier, de pouvoir accrocher une petite subvention de 5 000 €, soit 600 000 francs pacifiques, car jusqu'à présent, la Ligue calédonienne ne bénéficiait que de l'aide du territoire.
Alors, quels sont les points principaux évoqués justement dans ce cahier? Alors justement, ils ont mis en valeur le fait que c'est une discipline bien implantée sur le territoire, dans les 3 provinces, avec environ 12 clubs. Et puis ils ont mis en place aussi pour cette année une politique de développement de la discipline chez les filles, donc badminton féminin. Et puis aussi, ils vont montrer que chaque année, ils organisent des formations d'arbitres et d'entraîneurs. Le problème aussi, c'est que là, ce sont les différents points, mais après, il faut qu'ils soient adéquats au cahier des charges métropolitain. Donc voilà, l'implantation, il faut voir s'ils s'implantent bien. Hein. Tu comprends bien que c'est assez difficile. Vu qu'ici, il n'y a que 3 provinces et là, en métropole, l'implantation de la discipline, elle se fait sur plusieurs régions, plusieurs provinces, plusieurs villes. Et ce n'est pas du tout le cas ici en Nouvelle-Calédonie. Donc on croise les doigts et puis on espère que ces simples critères-là, ces simples points que l'on vient de dénoncer pourront inciter la Fédération française de badminton à débloquer quelques fonds pour le bien du badminton calédonien et puis pour tous ceux qui aiment ce sport tout simplement. Très bien, mais on le souhaite en tout cas. Affaire à suivre. D'ailleurs, la réponse, je pense qu'on l'aura mi-avril, début mai. Voilà, donc on y reviendra. Tu nous tiendras informés. Pas de souci. Merci Jimmy. Merci Chloé et puis merci à tous. Les métiers et les formations, c'est tout de suite avec Marie-Hélène. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de la danse contemporaine. Pour cela, nous avons rencontré un chorégraphe qui est bien connu des Calédoniens et qui exerce donc son métier depuis plusieurs années. Bonjour Marie-Hélène, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on devient chorégraphe? Oui, bonjour Chloé, bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'on devient chorégraphe après avoir eu une longue expérience en fait en tant que danseur. C'est un petit peu la suite logique après sa carrière, cette carrière-là, cette carrière de danseur. Après, j'ai envie de te dire que bien évidemment, pour être chorégraphe, il faut avoir bien évidemment une formation solide en danse, donc d'excellentes bases. Et puis, il semblerait qu'être diplômé d'une école de musique peut aider. D'accord. Ouais. Ok. Alors, comment est-ce qu'on apprend en fait à chorégraphier un spectacle de danse? Tu sais, d'abord, ce domaine en fait de la chorégraphie est vraiment un domaine un petit peu secret, réservé aux initiés, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement, si tu veux, donc de formation dite de chorégraphe, pas de formation donc spécifique. Toutefois, au programme quand même des établissements, si tu veux, supérieurs de danse, il y a des ateliers et des stages en fait de composition chorégraphique pour justement sensibiliser les danseurs à tout cela. D'accord, donc c'est le vécu du danseur qui fait en fait la différence. Ouais. Alors au-delà des compétences, est-ce qu'il faut avoir des qualités précises? Eh bien oui, moi j'ai envie de te dire qu'il faut avoir un esprit de créativité, ça c'est indéniable, tu es d'accord, pour penser à un spectacle. Il faut également avoir une grande capacité quand même à inventer, ça c'est certain, parce que l'objectif c'est quand même de créer une œuvre dansée de A à Z, de toutes pièces. Avoir une certaine sensibilité aussi est très très important. Et puis il faut être un bon pédagogue, puisqu'on va travailler quand même avec des danseurs, donc c'est vraiment un lien assez intime qui les unit tous. Il faut également être bien évidemment diplomate, parce qu'on est amené aussi à travailler avec d'autres professionnels, tels que par exemple des décorateurs ou des spécialistes en lumière, pour tout ce qui est mise en valeur et création d'une atmosphère pour le spectacle. D'accord, donc un chorégraphe doit savoir diriger artistiquement son équipe, il doit savoir superviser la réalisation de sa création artistique, c'est donc un chef de troupe en fait. Exactement. Et puis, si tu veux, ce chef de troupe va partager en fait sa vision artistique avec donc ses danseurs. Il va leur communiquer, si tu veux, ses désirs, après avoir observé, après avoir construit, si tu veux, son œuvre. Et puis, on peut dire aussi qu'un chorégraphe, il va chercher à exprimer, si tu veux, ses idées, à faire passer un message à travers en fait le danseur, donc à travers le mouvement qu'il va pouvoir donc reproduire, à travers la gestuelle également, ça c'est certain. Et puis, il faut aussi que le chorégraphe soit convaincant, parce qu'il va falloir aussi qu'il propose son œuvre à la programmation d'une des salles de spectacle. Donc, il va falloir aussi qu'il maîtrise cette partie-là. Et puis, l'anglais aussi est une langue, Chloé, qui est importante, puisqu'il va être amené aussi à échanger aussi avec d'autres professionnels. Donc, il peut être amené à voyager dans le cadre de son métier. D'accord. Mais comment est-ce que le chorégraphe il parvient à trouver son style, son identité en fait? Moi, je pense que c'est sa personnalité qui va faire la différence. Ça, c'est certain. C'est personnel, quoi. Enfin, c'est subjectif. C'est une question de personnalité, comme dans beaucoup de professions d'ailleurs. Ton histoire personnelle, ce que tu as vécu, tes convictions
aussi, vont t'aider à la création, en fait, vont être des aides à la création, j'ai envie de te dire. Ça va être des sources d'inspiration. Tu remarques, hein, lorsqu'il y a des spectacles de danse qui sont créés, il y a toujours un fil conducteur et il y a une thématique. Cette thématique-là, pourquoi le chorégraphe choisit de construire une œuvre autour d'une thématique, c'est que quelque part, soit il est sensible au sujet, soit dans son environnement, tu vois, il y a des personnes de sa famille ou des amis qui ont vécu quelque chose à travers cette thématique-là. Donc voilà, c'est surtout tout ce qui fait notre quotidien, tout ce qui fait notre vécu, notre histoire personnelle qui va nourrir en fait la création. D'accord, alors souvent le chorégraphe, il possède sa propre compagnie de danse. Ouais, à quoi ça lui sert exactement? En fait, ça lui permet d'élaborer ses propres chorégraphies en toute liberté. D'accord. Voilà, exactement, c'est ça. C'est tout aussi simple que ça. Après, bon, c'est sûr que c'est pas toujours évident de créer non plus sa propre compagnie. Oui, hein. c'est sûr. C'est certain. Ensuite, il va choisir ses danseurs. Hein. Ça lui permet de recruter ses propres danseurs en fonction de son ce qu'il style, recherche. de ce qu'il veut, oui. Exactement. Et puis, voilà, ensuite, il va travailler avec tous ces danseurs-là à atteindre l'objectif voulu, hein, mais on va rencontrer directement un chorégraphe calédonien, Michel Pimbé. On a rencontré un pour nous, pour vous, chers téléspectateurs. Donc, il s'appelle Thierry Bain. On va donc le suivre et puis passer un petit moment avec lui surtout. Et puis, il va nous parler de voilà, comment il pense ses chorégraphies, connaître un petit peu voilà, l'importance du mouvement pour lui et puis de la gestuelle. Donc, c'est de suite. Voilà, je me prénomme Thierry Bain, né à Nouméa, donc calédonien, métis, antillais, kanak, chinois, maori, et j'en passe. Déjà étant jeune, j'aimais bien faire des petites chorégraphies comme ça, puis avec le temps de la danse, c'est venu que, je sais pas, ça fait, on va dire, une trentaine d'années, déjà. La danse, c'est ma vie. Danse ma vie, quoi. Ouais, c'est une expression en même temps. Une expression de plein de choses. Sociales, déjà, pour moi. Maintenant, en tout cas. Et des messages spirituels, surtout spirituels, maintenant. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, donc je vais essayer de les mettre maintenant en place. Ce que j'ai pas réussi à faire vraiment de concret, j'essaie de le donner aux jeunes qui viennent maintenant. Que la vie est belle, c'est cool. Donc il y a plein de choses à faire. Vas-y, 1. Écrase plus à demi-pointe. Rotation de la hanche. Tchac, tchac. Vas-y, passe. Le passé, le petit contretemps, boum. Pam. Plus de hanche. Tac, tac. La pirouette. Et pam, clac, bien. Bon, vas-y, appuie bien maintenant. Et 1, 2. Et 1, 2. La pirouette, pam. Ouais, tu fais ça. Ok, mais fais le mouvement d'abord avec le. Hein. Vas-y. Et. Ti. Pam. Tam. Pam. Descends, 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 descends. Et décale-toi par la droite. Buste. Et le sol, pose ta main. En fait, on met beaucoup de cœur, on met beaucoup de. On prend tous les prétextes de la vie, de toutes les émotions des gens, les émotions de la nature. Et on essaye de faire sortir de la gestuelle à travers tout ce qu'on voit. Les qualités, c'est que c'est un artiste qui met tout son cœur et toute sa passion dans son travail. Donc c'est vrai que c'est toujours passionnant de travailler avec des gens passionnés. Et en plus, comme je le suis aussi, on fait, on va dire, une bonne équipe. Mais bon, c'est vrai que ça... Des fois on ne sait pas s'arrêter, quoi. Des fois, il faut qu'il y en ait un des deux qui jette l'éponge parce que ça peut aller très loin. L'émotion, c'est pas le mot qui m'intéresse, c'est plutôt l'envie intérieure des êtres qui vont danser pour moi, les gens. Et j'aime bien puiser dans leur fond intérieur pour faire des ballets, quoi, de la chorégraphie. Là, actuellement, je travaille beaucoup sur le côté autochtone, donc tout sur les îles du Pacifique. Donc j'aime bien, il y a beaucoup de choses à apprendre et à nous apprendre aussi sur la vie, la culture, quoi, la culture autochtone, pacifique. Personnellement, là, je travaille beaucoup avec le côté kanak, j'aime bien.
J'aime bien le côté... parce que ça m'apporte cette culture quand même. J'aime bien tous les chants, tout ça. La fête de l'igname, tout ça, ça m'inspire. Moi, il y a plein de trucs qui me trottent dans la tête. Et j'ai envie de créer par rapport à ça. Donc c'est tout un... C'est pas une machine à laver en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Je sais pas, je peux pas expliquer tout ça, mais en tout cas, je suis inspiré en ce moment par ça. J'ai envie de ça. On va essayer de faire ça au mieux. L'objectif premier, déjà, de faire un bon enseignement déjà. Donc de ce que je sais, ce que j'ai appris déjà. Enfin, une technique classique, contemporaine et afro-africain. Donc voilà. Déjà ça, une bonne sauce de tout ça. Et ensuite, il faut que l'élève soit aussi, comment dirais-je, attractif et plein d'envie. C'est le premier point. Le second, c'est qu'il faut me supporter après. Donc là, il va donner une émotion dans le corps, en fait. Donc là, comme on travaille sur le Debussy, donc, sur le violoncelle, donc on donne une petite émotion, là, tout simple, là. Un petit brisé, tout ça, un petit arabesque, un petit ballotté, une petite pirouette. Ben, quand je suis avec mes danseurs, et quand on commence à travailler un mouvement de danse, on fait de la recherche, en fait. Mais intérieurement, on transmet déjà la chorégraphie, plus ou moins avec la parole, les mots. Après, le geste vient après. On adapte les deux en même temps. Après, il y a l'émotion de la musique qui vient dedans. Quand il y a de la musique, ça dépend comment on le travaille. Après, ça dépend aussi du danseur en même temps. Comment il va approcher cette chose. Il faut qu'il y ait une liaison entre les deux. Il faut qu'il y ait une sorte de mixage entre le danseur et le chorégraphe. Il faut que ça fasse une fusion. Et une fois qu'on a la fusion, boum, c'est parti. Les bons ingrédients pour être un bon chorégraphe. Être à l'écoute déjà du danseur. Déjà. Après, moi je dirais qu'il y a tout ce qui va autour. Ce qu'on a envie de faire, l'expression qu'on veut donner au ballet, à la chorégraphie. Et surtout, pour le danseur, c'est le déplacement, c'est ce qu'on veut en fait. Un chorégraphe, c'est... Il faut avoir l'idée, la bonne, tout est bon, mais il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Il faut savoir structurer, je crois. Quand tu as été danseur et que tu es chorégraphe, tu ressens plus ou moins ce que le danseur ressent. Il y a quand même un lien entre les deux. C'est bien d'avoir pu être danseur. Chaque jour est un défi en fait. Hein. Il n'y a pas un jour, on ne peut pas se dire ça y est, c'est acquis. Non, non, non. C'est vraiment un défi et Dieu sait qu'il y en a des défis. J'aime bien les défis. C'est difficile, mais c'est bien. Dans les deux sens, hein, je trouve. C'est bien. Et de l'assumer en même temps. Moi, j'assume en tant que chorégraphe ces défis. Voilà. J'adore le hip-hop. Hein. À mon époque, on faisait du breakdance. C'est vieux, ça. Donc, on était à Paris, dans les métros, et avec mes cousins, on dansait là. C'était bien, ça apporte hein, aussi, il ne faut pas croire. Puis maintenant, ça a tellement évolué, c'est tellement devenu urbain et tellement... C'est ouf, comme ils disent les jeunes. C'est excellent, j'adore.
Moi, je suis très dans le ballet, donc j'essaie de mettre ces techniques-là dedans, de ce que je vois, ce que j'ai appris dans le hip-hop. Mais je trouve que je laisse ça au monde du hip-hop. Même si on doit le mélanger, j'essaie de mettre cette l'énergie voilà, dedans. Mais pas forcément des mouvements du hip-hop. Comme ça, on le voit danser. Je prends son énergie qu'il avait quand il faisait du hip-hop, puis on fait un mix de ça, avec toutes les souplesses qu'ils ont, tous ces trucs. C'est beau aussi, mais j'essaie de les transformer comme ça, à ma façon. Donc j'aime bien. C'est physique, c'est difficile, il ne faut pas croire, c'est dur. Hein. Mais voilà. C'est autant un bon travail de barre à la danse, par exemple. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quelles sont les qualités de Thierry en tant que coach? Beaucoup de choses, beaucoup. Il nous apporte beaucoup de choses dans notre vie. Le partage, le respect des gens, le respect des cultures, apprendre des autres. Et ça nous sert pour nous dans notre vie active. Parce maintenant, on arrive mieux à s'ouvrir aux gens. Parce que quand on danse, c'est l'ouverture d'esprit, on partage nos sentiments, on reçoit les sentiments des personnes qui sont en face. Après, ça c'est mon avis, hein. Ça c'est moi, ce que je ressens, moi. Il est honnête, franc et droit, on va dire. Il donne ce qu'on mérite, et pas plus ni moins. Et du coup, on est obligé d'aller droit avec lui. Si on n'est pas droit, si on n'est pas content, on va voir ailleurs. Et ça, c'est pour moi important. Au moins, on ne perd pas son temps quand on est avec lui. À défaut de savoir bien s'exprimer à l'oral, on s'exprime avec le corps. L'univers de la danse, c'est quand même un monde qui concentre esthétique et transmission d'émotions sans qu'une seule parole n'ait besoin d'être prononcée. Eh ben oui, c'est magique quand même. Ouais, hein. C'est beau. Ouais, exactement. Ça m'émeut. Ben oui, puis tu sais, c'est comme un langage. Ouais, c'est ça, un langage du corps, quoi. Exactement. Et puis, voilà, c'est le chorégraphe qui, à travers le langage du corps, transmet son message, transmet un peu de ses idées. Et puis, c'est intéressant de voir aussi quelqu'un d'aussi passionné, qui est dévoué justement corps et âme à son art. Ouais. Hein. Alors, puisqu'il faut avant tout être nourri d'expérience et avoir des bases solides en tant que danseur pour un jour devenir chorégraphe, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos jeunes danseurs qui sont séduits par cette profession? Moi, j'ai envie de te dire qu'il faut débuter au plus tôt un apprentissage. Donc, si vous êtes tenté, n'hésitez pas à vous lancer. Ouais. Et puis, bien évidemment, l'objectif, c'est quand même de percer un jour. Hein, donc, plus tôt on commence, plus tôt on acquiert effectivement des bonnes habitudes. Et puis, qui sait, si votre niveau est bon, vous pourrez peut-être intégrer une compagnie de danse. Donc, soit ici sur le territoire ou qui sait ailleurs. On a déjà vu des exemples de danseurs calédoniens qui ont percé en métropole notamment. Ensuite, il faut savoir que dans les collèges, il y a les classes CHAM, les fameuses classes à horaires aménagées musique, qui aussi proposent parfois de l'éveil, de l'initiation à la danse pour les plus jeunes. Donc c'est aussi une bonne manière, si tu veux, déjà de savoir si on aime ou pas cet univers-là. Ensuite, il y a forcément les cours qui sont dispensés dans les écoles privées, et puis le conservatoire, Chloé. Alors justement, il y a une antenne du conservatoire dans le Nord. Comment ça se passe justement pour les jeunes qui souhaitent s'inscrire au cours de danse là-bas? Il suffit en fait que le jeune se rende donc à l'annexe, il y a donc un accueil, il va donc exposer si tu veux ses envies. Ensuite, s'il décide vraiment de s'inscrire, il va donc pouvoir intégrer si tu veux un groupe de danseurs en fonction de son âge et puis de son niveau. On peut prendre des cours à tout âge? Eh bien oui, figure-toi, Sylvain Ouettet me disait que ça va de 3 à 70 ans, donc n'hésitez pas, si vous êtes tenté, on apprend à tout âge. Alors qu'est-ce qu'on leur enseigne exactement? Eh bien, si tu veux, bien évidemment, il s'agit d'une formation technique, donc toute la découverte des fondamentaux de la danse, fait partie donc de cet enseignement. Donc vous allez être sensibilisé à la notion d'espace, également à la connaissance du corps. D'ailleurs, pour cela, Sylvain Ouettet, il utilise les étirements, la relaxation. Il utilise également le travail, il travaille également sur la tonicité du corps. Et puis, il travaille bien évidemment le geste. Et puis, il faut savoir que Sylvain fait aussi appel à la poésie et au minimalisme, pour faire ressentir des choses donc à ses jeunes élèves. Après, si tu veux, tout ce travail préalable,
préalable, il y a donc une chorégraphie donc, qui est réalisée à chaque cours. Donc tu penses bien que celle-ci, elle est différente en fait, hein, à chaque fois que les jeunes se retrouvent avec leur professeur. D'accord. Alors justement, lorsque le prof repère un bon élément dans sa troupe, quelles sont les possibilités pour cet élève justement de pouvoir accéder à des études supérieures dans ce domaine? Eh ben, en fait, si tu veux, il va faire remonter l'information donc, auprès donc, du conservatoire de Nouméa, où il y a donc un coordinateur, si tu veux, hein, qui s'occupe de tout ça. Et puis, peut-être que ce jeune pourra faire partie des élèves qui partent en fait en métropole pour étudier donc, la danse. C'est possible. Il existe des bourses pour accompagner ce type de projet? Oui. Il existe des aides, effectivement. Il y a donc le programme Cadre Avenir hein, qui peut effectivement vous aider à atteindre vos objectifs, à concrétiser votre rêve. Et puis, il y a également le fameux BTF. C'est donc plutôt la BTF, qui est donc la bourse territoriale en fait, hein, de formation professionnelle continue, qui est aussi un moyen de financer ces études de danse. D'accord. Et ensuite, il peut préparer un diplôme d'État, non? Oui, exactement. Suite à ça, merci Chloé de me le rappeler, j'allais oublier. Donc, il est possible effectivement de poursuivre, hein, toujours pareil, et donc de passer un examen qu'on appelle l'examen d'aptitude technique. Hein. Voilà, la notation se fera donc effectivement sur la maîtrise de l'espace, du mouvement, sur le ressenti aussi, hein, la capacité à transmettre en tout cas une émotion. Et puis, il faut savoir quand même que celui qui se présente à cet examen-là, hein, le danseur devra préparer 2 solos, donc c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, à l'issue de ça, il va falloir qu'il fasse un choix. Soit il va se diriger vers une carrière de danseur-interprète, soit il va devenir professeur, il va opter donc pour l'enseignement. Voilà, et donc c'est là, s'il choisit de devenir professeur de danse, qu'il devra passer son diplôme d'État. C'est exactement ça, on l'appelle le fameux DE pour diplôme d'État, et donc c'est une formation qui dure quand même 3 ans, hein, donc c'est assez long. Effectivement, hein, ça s'est dispensé donc, dans un centre de formation qui est agréé, et puis le danseur devra encore une fois faire un choix, il va falloir choisir en fait entre jazz, danse contemporaine et danse classique. Donc Sylvain Wennetem, dont on parlait tout à l'heure, il s'est formé lui en métropole pendant plusieurs années d'ailleurs. Du coup, est-ce qu'il n'aurait pas des petits conseils à donner aux jeunes qui souhaitent justement faire comme lui, devenir chorégraphe ou professeur de danse? Si, bien sûr. Alors il est déjà parti 6 ans quand même en métropole. Il a étudié à Paris et à Poitiers. Donc à Paris, il était donc dans un centre qui s'appelle donc Rencontre internationale en danse contemporaine. Et puis du côté de Poitiers, il était donc au centre d'études supérieures musique et danse. Alors, les petits conseils de Sylvain, en fait, hein, c'est donc d'être vraiment prêt, en fait, à partir comme ça, loin de sa famille, pour étudier la danse. Parce que la motivation est un facteur primordial et très important. Hein, il faut qu'elle soit sans faille. Hein, donc, voilà, il faut être très motivé et avoir vraiment envie de concrétiser donc, ce rêve. Ensuite, il dit qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, hein, d'apprendre. Puisque, en conservant son identité, on va pouvoir ensuite retransmettre en tout cas de belles choses à travers effectivement, après avoir en tout cas reçu tous ces enseignements-là. Ensuite, il me disait qu'un bon professeur est aussi à l'écoute de ses élèves, donc avoir une bonne écoute, être attentive au désir de ses élèves. D'accord. Alors c'est en ce moment justement avec la rentrée des classes qui approche, c'est en ce moment qu'il faut s'inscrire. Exactement Chloé, c'est vrai. Alors à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà vous rendre donc, à l'annexe donc, du conservatoire à Coné et demain également, demain mardi 10 février, donc entre 9h et donc 17h, vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez. Et ça coûte combien? Écoute, il y a un forfait au mois qui est vraiment très intéressant, 2700 francs par mois. Ah oui, ça va. Voilà, c'est abordable. Et puis le paiement se fait exclusivement donc soit par chèque, soit par prélèvement donc automatique. Oui, sur le compte. Très bien. Merci beaucoup Marie-Hélène pour toutes ces infos. Avec plaisir. Au revoir, à bientôt. Et nous, on passe à table, c'est le fin mot, tout de suite. Le Colombo, non, ce n'est pas un vieil inspecteur en imperméable un peu loufoque qui nous parle toujours de sa femme. C'est un mélange d'épices, une variante du curry, originaire donc de la cuisine indienne, qui est devenu depuis le 19e siècle un élément traditionnel de la cuisine antillaise. Semaine spéciale Antilles oblige, on ne pouvait pas passer à côté de ce délicieux plat. C'est donc la famille Ramassamy qui nous fait le plaisir de partager avec nous la recette du Colombo de poulet. C'est tout de suite sur NCTV. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit plat antillais, c'est un colombo de poulet. Pour cela, j'aurai besoin du poulet, du massalé,
C'est composé avec du curcuma, et des oignons verts, échalotes, de l'ail, du cumin, des oignons verts, un peu de sel, un peu d'huile, un piment antillais, et quelques pommes de terre, 2 courgettes et un peu de bilimbi. Bilimbi, c'est un produit un peu acide qui remplace un peu le citron. Alors là, je vais passer à la découpe du poulet. Je vais couper en 2. Quelques morceaux de graisse, on va enlever ça, morceaux de peau, c'est pas la peine. Ok. Encore un autre morceau. Il y a des morceaux de gras, on essaie d'enlever les morceaux de gras en trop, les morceaux de gras en trop qui dépassent. Ok, et après nous passons à l'assaisonnement. Ok, 3 morceaux. Alors, je vais commencer par le massalé. Un peu de massalé. Avec un tout petit peu d'eau. Je vais bien mélanger. On peut laisser reposer une demi-heure, mais là on va continuer, même dans 10 minutes. On peut laisser macérer pendant 10 minutes, le temps de préparer les épices. Faire revenir mes épices. Ouais. Et là déjà, on sent déjà l'odeur. Là c'est bon. Bon là je vais préparer les épices. Je mets l'huile. Un peu d'huile. Ok. Je vais laisser réchauffer un tout petit peu avant de mettre mes épices, les oignons et puis l'ail. Je vais mettre un peu le feu. Alors, là je mets l'ail, coupé déjà en dés, un petit morceau l'ail. Les oignons secs. Les oignons. Et les oignons verts. On attend 2 minutes, hein, pour que ça prenne un peu de couleur. Alors là, j'ai mis les morceaux de poulet. Hop. Alors, comme ça au moins. Je prends tout le reste sauf le fond de la macération. Ok. On va mélanger encore un peu. Maintenant, je mets le cumin en même temps de la cuisson. Le cumin, ok. Et puis on va remuer un peu. J'augmente un peu le feu. Hein. Alors là, je vais refermer. Je vais laisser encore 5 minutes. Le temps de faire passer aux découpes des courgettes et puis des pommes de terre. Là maintenant, on peut mettre aussi le piment en même temps. Le piment, mais sans l'écraser. Hein. Je mets le piment sans l'écraser. Alors, les pommes de terre, on va mettre les pommes de terre avant. Les deux, comme ça, c'est bon ceux-là. Deux. Ok. Et l'autre. Là, maintenant, c'est bon. On peut mettre les pommes de terre aussi. Puis, je vais mettre un peu d'eau après. Pour que les pommes de terre puissent cuire bien. Il faut. Ok. On va laisser pendant 5-7 minutes environ. Et puis on mettra les courgettes après. Là, je vais passer au découpe des courgettes. Les courgettes, c'est facile. Hein. On va couper en 2. 2. Et puis, pareil, en 2. C'est la même chose.
Puis là, on va attendre 5 minutes, hein. Puis on mettra le tout ensemble. Hein. Là, je vais remuer un peu. Voilà. On sent l'odeur du piment, mais c'est pas écrasé, hein, surtout pas l'écraser. Là, c'est juste pour le goût, hein, donner un petit goût de piment. Mais il ne faut pas que ça brûle, il ne faut pas l'écraser, sinon on ne pourra pas le manger. Ce sera trop fort. Voilà. Ok, on va laisser encore, mijoter encore. Les courgettes, on va passer aux courgettes. Aux courgettes, on mettra un peu d'eau aussi avec. Un peu d'eau encore, pas beaucoup. Et puis je vais profiter pour mettre le bilimbi aussi en même temps. C'est un condiment acide, c'est ça qui remplace le citron. C'est un condiment acide de chez nous. Je mets en 2. Ça remplace le citron comme ça. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ça s'appelle le bilimbi. En Martinique, ils disent ça le cornichon. Et c'est acide. Toujours le piment à côté, ce n'est pas écrasé. Et là, je vais laisser encore peut-être 5 minutes encore. On va voir pour la cuisson, 5 minutes. Maintenant, le colombo est terminé. Après une bonne heure de cuisson, je vais l'accompagner maintenant avec du riz et puis avec un piment entier. Et bien, grâce à tous les autres, bon appétit. Bonjour Camille, alors aujourd'hui nous parlons des Antilles et je suppose que tu as décidé de commencer par un petit point histoire avec nous. Exactement, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors avant de parler de l'arrivée des Antillais ici en Nouvelle-Calédonie, on va aller voir ce qui s'est passé chez eux là-bas. Alors petit rappel, les Antilles ont été découvertes par le plus célèbre, le plus grand explorateur, navigateur, Christophe Colomb. Exactement. Alors ça c'est au moment de la découverte des États-Unis, donc il est tombé en premier sur les îles de Cuba et de Haïti. Exactement, donc ça c'est sa première découverte, Cuba-Haïti pendant son premier voyage, 1492. Après il va découvrir les petites Antilles. Un petit peu plus loin, la Dominique, la Guadeloupe, puis 1502, la Martinique et ce sera après donc la découverte du continent américain. D'accord, alors donc ça c'est pour la découverte des îles par les Européens, mais au niveau du passé colonial, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est la bagarre, j'ai envie de dire. Christophe Colomb vient de découvrir ces îles. Il vient de les découvrir au service des monarques catholiques espagnols et donc ce sont les Espagnols qui vont occuper les Caraïbes et donc les Antilles en premier. Mais il faut savoir que sur ces îles, eh bien, elles étaient occupées avant par les Arawaks et les Caraïbes, le premier peuplement de ces îles venu du Venezuela. Et donc, c'est bien des centaines d'années avant la découverte de ces îles qu'ils étaient installés. Mais malheureusement, eh bien, ils vont disparaître sous le mauvais traitement des Européens. Et donc, il va falloir les remplacer. C'est donc l'époque de l'esclavage. Exactement. Donc les Espagnols vont faire venir sur l'île eh bien, des esclaves africains et c'est eux qui formeront, on va dire, après l'ébullition de l'esclavage, la majeure partie de la population de ces îles, donc la population antillaise. Et alors comment les Antilles sont devenues ensuite françaises? Eh bien là aussi, j'ai envie de dire, c'est la bagarre. 17e siècle, les Européens vont se disputer eh bien, ces îles. Donc l'Angleterre, le Pays-Bas, le Danemark, la France. Tout le monde va se disputer une partie. Ils veulent tous avoir un petit territoire dans les Caraïbes. Donc au début des années 1900, eh bien, l'Angleterre va posséder les grandes Antilles. Les Bahamas, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, près de 54 000 km² de domaines. La France, elle gardera que la Martinique, la Guadeloupe et donc ses dépendances, donc Saint-Barthélemy ou encore Saint-Martin, des îles qu'elle va partager avec le Pays-Bas.
D'accord. Enfin, une île qu'elle va partager avec le Pays-Bas, Saint-Martin. D'accord. Donc ces territoires sous domination britannique sont maintenant indépendants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette période de décolonisation? Eh bien, nous sommes, là on continue tout le temps un petit peu dans l'histoire, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'ONU défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes au moment où les leaders nationalistes sont formés dans les métropoles. Et là, ils ont pour idée de se battre au niveau des valeurs de la colonisation, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance et la fierté. Et donc, ils sont plus du tout dans la logique de mythe de la supériorité de l'homme blanc. Et donc, dans cette démarche, ils sont aussi soutenus par les populations indigènes sur place qui sont plutôt mécontentes de voir leur situation misérable face aux colonisateurs qui, eux, ne font que s'enrichir. Donc voilà, il y a des exemples nombreux de décolonisation. On va rester dans les Antilles. Donc la Jamaïque 1962. Le 10 juillet 1973, ça va être les Bahamas qui vont demander leur indépendance aux Britanniques qui va être accordée facilement. D'accord. Et il y aura d'autres îles, en revanche, comme la Martinique ou la Guadeloupe, qui vont voir, eux, leur statut évoluer. En 1946, ils deviennent administrativement un département d'outre-mer. Et c'est donc à cette époque que les Antillais vont venir sur le Caillou. Voilà, 1940, il va y avoir quelques Antillais qui vont venir dans le cadre de leur service militaire. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils vont demander à rester sur le Caillou. Après, il va y avoir une seconde vague d'arrivée des Antillais, c'est dans les années 50. En fait, aux Antilles, il y a une grosse crise qui pousse tous les travailleurs à quitter leur île et surtout à venir développer l'État français. Donc, on a besoin de main-d'œuvre ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, les Antillais vont venir travailler essentiellement dans les mines de Nouvelle-Calédonie et aussi, ce sont eux qui vont développer les premiers transports en commun. Mais est-ce que tu sais, j'ai toujours des petites questions, est-ce que tu sais comment les Antillais sont arrivés ici? En bateau, j'imagine. Eh bien voilà, parce que c'est le petit reportage que j'ai envie de vous proposer. Ils sont arrivés à bord du Tahitien et du Calédonien. Donc, ce sont des navires mixtes qui peuvent transporter plus de 300 passagers. Et donc, ces navires assuraient la ligne Marseille, Antilles, Panama, Papeete, Nouméa, Australie. Et donc, c'est à bord de ces deux navires que beaucoup de travailleurs sont venus ici en Nouvelle-Calédonie pour chercher du travail. Et il y a aussi donc les Antillais. Donc, c'est ce petit reportage que je vous invite à voir. Je vous invite à monter à bord du Tahitien et du Calédonien. Regardez. Si vous voulez, cette ligne d'Océanie a été inaugurée en 1882 par des paquebots mixtes, qu'on appelait des paquebots mixtes. C'était des paquebots qui transportaient de la marchandise et des passagers, toutes sortes de marchandises, toutes sortes de passagers. Mais ceux qui ont marqué véritablement la Nouvelle-Calédonie, ce sont les deux derniers, les plus confortables, les plus beaux, les plus rapides. C'était le Tahitien et le Calédonien. Ces deux mix, qui faisaient environ 167 mètres de long, marchaient 14 à 16 nœuds et pouvaient transporter jusqu'à 363 passagers divisés en plusieurs classes. En première, on trouvait les officiers supérieurs, les directeurs de société, les gens avec des moyens, puis les deuxièmes avec des sous-officiers et autres, troisième classe avec des gens déjà avec un petit peu de moyens, et les quatrièmes classes qui étaient la troupe et les rationnaires, c'est-à-dire des gens avec très peu de moyens. Le voyage de Nouméa à Marseille prenait environ 40 à 45 jours. On partait de Nouméa, en une journée, une nuit, on arrivait aux Nouvelles-Hébrides, à Port-Vila, donc il n'y avait pas de quai, c'était le mouillage, les embarcations faisaient les allers-retours, et on restait chargé notamment que du copra. Alors inutile de vous dire que l'odeur du copra, ça se répandait dans tout le bord, et les mouches avec. Mais la durée de l'escale, en général, durait entre 24 et 48 heures. Et puis, on quittait Port-Vila et on faisait route sur la Polynésie, sur Tahiti. Là, c'était une traversée avec ces bateaux de 8 jours environ.
Alors l'escale de Tahiti, c'était certainement la plus recherchée. C'est là où on faisait un petit peu la fête. La journée, la plupart du temps, c'était le tour de l'île avec des bains dans toutes les rivières et sur les plages. Tahiti n'était pas très peuplé, on avait accès à toutes les rivières, à toutes les plages. Et l'escale durait, là aussi, chargement notamment de copra, l'escale durait entre 3, 4 jours, 5 jours. Et ensuite, on quittait alors Tahiti et on tirait directement, on passait le canal de Panama et on faisait route sur les Antilles. Alors les Antilles, on touchait les deux, on touchait la Martinique et la Guadeloupe. Alors si Tahiti était une escale qui était recherchée, les Antilles c'était une escale aussi recherchée parce que les Antillais est un peuple qui aime la danse, qui aime le chant, tout ça. Et bien souvent, le retour à bord, après avoir bu peut-être quelques petits punch, le retour à bord, des fois se faisait un petit peu en zigzag. Mais enfin, l'escale des Antilles était très agréable aussi. Les passagers sur les Antilles, c'était un peu comme dans toutes les escales, que ce soit à Nouméa ou à Tahiti. Il y avait des gens de l'armée, beaucoup de gens de l'armée, quelques fonctionnaires, et pas mal d'Antillais aussi qui se rendaient en métropole, et d'autres qui revenaient vers les Antilles. Mais c'était une clientèle qui était relativement nombreuse et appréciée à bord. Et parmi les équipages, d'ailleurs, on trouvait souvent des Antillais. On continuait notre périple, et là on attaquait alors encore une grande traversée de près de 12, 13, 14 jours pour passer le détroit de Gibraltar. C'est on traversait tout l'Atlantique Nord et on arrivait dans le détroit de Gibraltar que l'on passait. Et ensuite, en 3 jours, on arrivait sur Marseille, on longeait la côte d'Espagne, tout ça. Et au matin, le voyage se terminait, au bout d'une quarantaine de jours, 45 jours, on arrivait à Marseille, où le quai était plein de monde. L'avion n'existait très peu, donc les gens venaient à l'arrivée du bateau, parce qu'à l'arrivée du bateau, on rencontrait les amis, on rencontrait la famille, on remettait la lettre, on donnait les dernières nouvelles qui dataient de 40 jours aux gens qui étaient là, de la famille, tout ça, et le voyage se terminait comme ça. Il faut dire que très peu de moyens en dehors du cinéma. Il y avait une séance de cinéma une fois par semaine avec un film en noir et blanc qui souvent cassait, coupure du son, tout ça. Mais vous savez qu'un film dure 1h30 ou 2 heures, lorsqu'il y avait une coupure du son ou autre, on allait au bar, on buvait un coup et puis après on revenait voir la séance de cinéma. Alors il y avait beaucoup de concours qui étaient organisés, le belote, le bridge, jeu de dames, jeu de palais. Il y avait une fois ou 2 par semaine une soirée dansante. Parce qu'il y avait une espèce de joie de vivre qui régnait à bord. Il y avait un contact que nous n'avons plus dans l'avion aujourd'hui. Aujourd'hui, l'avion, on s'empresse d'y monter et on s'empresse d'y descendre. En fin de compte, l'avion a créé la hâte d'arriver. Les passagers qui prenaient ces bateaux, que ce soit le Tahitien ou le Calédonien, n'étaient pas pressés d'arriver. Lorsqu'on arrive à Marseille, on n'était pas pressé de débarquer. Si on accostait à 8 heures, par exemple, à midi, il y avait encore du monde à bord parce que les amis montaient à bord, on buvait un dernier pot, on disait au revoir à l'équipage. Personne n'était pressé. C'était un autre mode de déplacement pour les passagers. La fin du voyage, on sentait une certaine tristesse arriver à bord parce qu'on allait se quitter au bout de ces 40 jours de voyage. Mais il était organisé une grande soirée, il était organisé un bal costumé. Et là, en même temps, on remettait les certificats de ceux qui avaient été baptisés pour le passage de la ligne. Donc c'est un peu toute une époque que beaucoup de Calédoniens, de mon âge, et même peut-être plus âgés ou plus jeunes, regrettent. Lorsqu'on parle du temps du bateau, en Nouvelle-Calédonie, c'était le temps du bateau. On a tous regretté la fin de cette grande ligne. Il est un fait, même De Gaulle a pris le bateau pour arriver jusqu'à Nouméa. Aujourd'hui, on ne verrait pas un chef d'État prendre un bateau, passer 14 jours à bord pour arriver jusqu'à Nouméa. Mais c'est avec regret, et même, je dirais même avec tristesse, que l'on a vu cette ligne de bateau s'arrêter. Voilà un petit peu l'histoire qui a commencé donc en 1882 par le premier paquebot mixte qui a relié la métropole à Nouvelle-Calédonie, qui s'appelait le Natal, jusqu'au dernier, le Tahitien, qui a tourné la page en 1971. Et ce Tahitien a continué à naviguer près
d'une 50aine d'années en Grèce où elle a été aménagée en paquebot de croisière. Voilà, reportage de Duke Menango. Il y a donc une grande communauté d'Antillais maintenant ici. Eh bien, pour être honnête avec toi, je n'ai pas réussi à trouver le chiffre des Antillais ici en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous dire en tout cas qu'à une certaine époque, il y avait eu près de 5000 Antillais sur le Caillou. Aujourd'hui, le seul chiffre que je peux donner, c'est celui d'une centaine. Ah bon? Et d'où vient ce chiffre? Quelles sont tes sources? Eh bien, en fait, ce chiffre, c'est tout simplement le nombre d'adhérents de l'amicale Antilles-Guyane. Bon, il faut savoir que c'est le nombre d'adhérents, donc il y a aussi les enfants, il y a les cousins, enfin, une centaine, c'est réduire beaucoup trop le nombre d'Antillais ici, mais voilà, je n'ai pas le nombre exact, si vous le savez. Faites-nous en part. Voilà. En tout cas, juste pour information, l'amicale Antilles-Guyane a été créée en 1968-69 par les premiers Antillais ici, parce qu'en fait ils voulaient tout simplement se retrouver, valoriser leur culture et surtout transmettre. Et donc c'est les premiers arrivés, c'est des Antillais du nom de Monsieur Auclair, Kiatol, Mac de Lounette. Voilà, ce sont des personnalités qui ont créé cette amicale, et voilà, donc dans le but de transmettre, la culture antillaise. D'accord, donc transmettre, ça veut dire organiser aussi des événements culturels? Oui, voilà. Donc cette année, on ne va pas trop le dire, mais avec un peu de chance, on pourrait avoir un carnaval cette année ici. Et puis, c'est une affaire qu'on va suivre de près. On va essayer, on croise les doigts en tout cas pour que ça se fasse. Une chose est sûre, c'est que pour en savoir plus sur l'histoire des Antillais, eh bien, je vous propose déjà un rendez-vous sur notre antenne. Ça sera à partir du 18 février pour revenir en fait en images sur l'histoire des différentes communautés du Caillou et notamment de la communauté antillaise. Donc je vous donne rendez-vous tous les mercredis dans l'émission Sur les traces du passé sur NCTV. Donc soyez au rendez-vous, vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir plein de beaux témoignages. Super, merci pour l'info Camille. Eh bien de rien Chloé, puis à bientôt. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain. À demain.